Bonsoir à tous, à ceux qui écoutaient donc en direct cette conférence ce soir et également ceux qui écoutent en différé. Alors, une conférence qui me tient particulièrement à cœur car il s'agit d'un sujet qui touche de plus en plus de parents et qui les décourage, les angoisse ou les met dans des situations de très grande difficulté. Alors tout d'abord, pour commencer, je vais vous poser 5 questions pour savoir si vous avez affaire à des enfants qui pourraient avoir ce type de comportement. Allons-y. Avez-vous peur des réactions de votre enfant? Alors, on peut répondre oui, non, parfois. Avez-vous renoncé à beaucoup de choses du fait des réactions de votre enfant? Êtes-vous entravé par votre enfant ou ses actions pour organiser la vie au quotidien ou pour prendre des décisions à la maison? Avez-vous honte de ce qui se passe à la maison avec votre enfant? Et votre enfant est-il violent envers les objets, avec vous ou avec d'autres personnes à l'école ou dans la fratrie? Si vous répondez oui à une, au moins des questions, on aura affaire à un enfant qui commence à avoir quelques comportements tyranniques. Alors, quand est-ce qu'on parle d'enfant au comportement tyrannique? Tout se passe comme si, en fait, l'enfant avait pris le pouvoir dans la maison. C'est une inversion, en fait, de la hiérarchie dans la famille. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on constate? Le quotidien, en fait, à la maison, il est organisé autour du comportement de l'enfant. C'est l'enfant qui décide, c'est l'enfant qui choisit, c'est l'enfant qui refuse. Également, on constate que dans la maison, les parents ou le parent qui est concerné par cet enfant a un comportement tyrannique, parce que parfois l'enfant a des comportements tyranniques avec un des parents, mais pas avec les deux parents. Ce parent, on constate qu'il peut avoir peur du regard des autres et qu'il a assez rapidement tendance en fait à s'isoler ou éventuellement à rester avec l'enfant et avoir du mal à faire des activités à l'extérieur. On constate également un épuisement, un découragement, de l'angoisse également ou de la culpabilité de ses parents. Et puis on constate également un enfant qui en fait est en souffrance profonde. Alors quand je dis souffrance profonde, c'est que la souffrance, elle est pas forcément, il n'en a pas forcément conscience. Et c'est pas forcément ce dont les parents parlent en premier. Ils parlent de ses comportements, qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils sont découragés, qu'ils ont perdu un petit peu le contrôle dans la maison. Mais c'est pas forcément la souffrance qui est au premier plan. La souffrance, elle est profonde, elle est importante, mais l'enfant ne cherche pas forcément à changer son comportement. Et donc, nous, en tant que thérapeutes, ce sont des enfants qu'on nous amène, mais qui finalement ne sont très souvent pas motivés du tout à chercher des solutions ou à accepter des soins pour changer. En fait, ça leur convient très, très bien, leur comportement, malgré la souffrance dont ils ont, je vous ai dit, pas forcément complètement conscience. La tyrannie, elle existe parce qu'en fait, le parent a peur, une peur constante d'une crise, une crise de colère, une crise émotionnelle. Et c'est pour éviter cette crise-là qu'ils finalement, ils arrivent à céder au comportement tyrannique. Donc cette peur, elle est vraiment importante et il faut l'avoir en tête quand on réfléchit à ce que c'est que le comportement tyrannique. Alors justement, qu'est-ce que la crise? Alors la crise, c'est un débordement émotionnel, colère, des pleurs, des cris. On peut avoir, parfois c'est pas au premier plan, on peut avoir de la violence physique. Alors la violence sur les personnes, sur les parents, mais également sur les objets ou au sein de la fratrie, ou éventuellement sur des petits camarades. Les enfants tyrans qui finalement se comportent comme ça uniquement à la maison et qui finalement sont des anges à l'extérieur. Et puis certains enfants à comportement tyrannique ont également du mal à gérer leur crise, par exemple chez les babysitters ou à la crèche ou à l'école ou avec leurs petits camarades. Donc ça, c'est assez variable. On peut avoir des enfants qui se comportent à l'extérieur de manière complètement adaptée, sans crise,
les professeurs ou les maîtresses disent bah non, votre enfant, il est vraiment, il se comporte très bien, c'est un enfant modèle. Et le parent est particulièrement déstabilisé puisque ce que l'on rapporte de lui, de l'enfant, n'est pas du tout ce à quoi il est confronté lui. On peut parfois avoir au sein même de la famille un enfant qui se comporte de manière tyrannique avec un des parents, mais pas avec les deux. Et puis on va avoir de la violence verbale, des insultes, des hurlements, des menaces, des chantages, en particulier des chantages affectifs, mais parfois plus que ça, hein. On peut avoir du vrai chantage. Si tu m'empêches de sortir, eh bien, je mettrai des photos de toi compromettantes sur les réseaux sociaux. Si tu ne fais pas ce que j'ai envie, eh bien, du coup, je cacherai la télécommande. Et puis, on a tout ce qui s'agit de violence psychologique. Euh, donc là aussi, des menaces, des chantages, de la manipulation, des comportements qui empêchent le parent d'avoir toute liberté. Alors, ce qui est important de voir, encore une fois, c'est pas, alors on dit un enfant tyran, mais c'est un abus de langage, c'est un enfant avec un comportement tyrannique. Et dans ce comportement tyrannique, il y a deux points majeurs qui sont importants à repérer. Un comportement tyrannique, c'est une recherche erronée d'attention. Un comportement tyrannique, c'est également une recherche erronée de pouvoir. Parfois, certains parents ne se rendent pas compte que leur enfant a des comportements tyranniques, mais, parce que c'est un enfant qui est moins dans le pouvoir, mais particulièrement dans l'attention. Mais l'enfant tyran, il a les deux côtés. Alors, les comportements tyranniques, justement, de la recherche d'attention. Alors, exiger une attention exclusive et absolue. Quand je dis exclusive, c'est-à-dire c'est souvent au détriment d'un autre membre de la fratrie, parfois au détriment du parent, parfois au détriment des amis. Le parent ne peut pas recevoir des coups de fil, ne peut plus recevoir ses amis, ne peut plus sortir, faire ses activités. Et puis ne peut pas s'occuper d'un autre frère et sœur. Donc on a vraiment une recherche qui est exclusive d'attention et une recherche d'attention qui est absolue. Quand on s'occupe de l'enfant, on doit faire que ça. Sinon, l'enfant peut rentrer en crise, tu m'écoutes pas, de toute façon c'est toujours pareil, tu t'intéresses pas à moi, tu fais autre chose, etc. etc. Ce qui est manifeste, c'est que le parent vit en fait dans la contrainte permanente, dans une espèce de peur de permanente, qu'à un moment donné, son comportement ou sa réaction va provoquer une crise. Autre type de comportement tyrannique en recherche d'attention, réclamer la présence ou l'aide impérieuse et totale du parent. Quels que soient les sujets, l'enfant va avoir besoin d'aide. Il ne va pas être autonome. En permanence, il va rechercher l'aide du parent, le questionner. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire ça? Lui envoyer des SMS plusieurs fois par jour. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux prendre mon billet? Comment est-ce qu'on fait ça? Et cette demande d'aide, elle est en général assez impérieuse, c'est-à-dire que l'enfant a beaucoup de mal à supporter le délai. La réponse du parent doit être rapide, au risque de provoquer une crise. Et puis la demande d'aide doit être totale. Encore une fois, l'enfant demande à ce que le parent cesse éventuellement de travailler lui-même, par exemple quand il est en visio, ou, ou de s'occuper du repas, ou de s'occuper de ce qu'il était en train de faire pour répondre à la demande d'aide. J'ai besoin de toi, réponds-moi. Autre type de comportement tyrannique, de recherche d'attention, coller physiquement le parent, le suivre absolument partout et n'importe quand. Donc là, typiquement, un enfant qui va suivre le parent partout, qui va le poursuivre ou qui va lui demander de rester avec lui dans sa chambre, qui va faire ses devoirs avec le parent, qui va demander à ce que, quoi qu'il fasse, il reste avec lui, etc., etc. Dans la même engeance, on a ne pas respecter l'intimité du parent. L'enfant va demander à aller dans la chambre du parent. Impossible, par exemple, de fermer sa porte. L'enfant va éventuellement rentrer le matin de bonne heure ou en pleine nuit dans la chambre des parents, souvent sans frapper. Et quand bien même il frapperait, de toute façon, la demande est impérieuse, encore une fois. Le parent a intérêt à répondre oui.
hein, dans ces cas-là. Mais on a également les toilettes, hein, des enfants qui vont suivre le parent aux toilettes. Et là, même là, donc pas d'intimité, hein, et impossible de fermer la porte. Ou dans la salle de bain, où l'enfant ne va pas respecter le temps de la douche ou le temps du maquillage, prétexter effectivement qu'il a besoin impérativement soit de rentrer dans la salle de bain, soit d'avoir d'aide, soit de parler. Son comportement tyrannique n'a pas forcément, surtout au début et surtout quand il est jeune, l'ensemble de ses comportements. C'est juste pour essayer de comprendre le schéma. Et c'est pas parce que petit à petit, ça va peut-être s'aggraver, hein. Donc c'est juste pour avoir une idée, hein. Un comportement tyrannique, c'est également une menace, inquiéter le parent. Donc en se plaignant, en pleurant, en ayant des symptômes de maladie, j'ai mal au ventre, je crois que je suis très angoissée, ou des adolescents qui vont dire là, je crois que je suis en train de faire une dépression, ou j'ai trouvé que j'ai des symptômes de dissociation. Et puis des menaces également, mais des menaces dans le but d'inquiéter, toujours pareil. Menaces de ne plus aller à l'école, menaces de fuguer, menaces de se faire du mal, éventuellement menaces de tentative de suicide. Effectivement, je ne réponds pas à la demande tyrannique, j'ai peur qu'il se fasse du mal ou qu'il en vienne effectivement avoir des comportements d'autodestruction. Ça, c'était pour les comportements tyranniques, dans vraiment avec le prisme de recherche d'attention, ce que moi j'appellerais la dépendance relationnelle. Un enfant tyran, un enfant avec un comportement tyrannique, et c'est pour ça que je l'ai mis en premier, parce que ce n'est pas forcément évident pour tous les parents, il a une dépendance relationnelle à son parent. Et ce qui l'oblige à avoir un comportement tyrannique vis-à-vis de lui. Voilà le premier point que je voulais aborder, qui était important, la recherche d'attention et la dépendance affective et relationnelle de l'enfant tyran. Le deuxième point, et souvent ce que l'on pense au premier plan, c'est la recherche erronée de pouvoir. Enfant tyran, enfant roi, vous voyez, même si l'enfant tyran n'est pas un enfant roi, c'est pas la même chose. L'enfant roi peut devenir un enfant tyran, et un enfant tyran peut n'avoir jamais été un enfant roi. Très souvent, quand on entend un enfant tyran, on imagine et on voit cette recherche de pouvoir. D'accord? Donc ça, c'est très souvent ce qui est associé dans l'inconscient collectif à l'enfant tyrannique. Alors, la recherche de pouvoir, elle se manifeste dans tous les plans. Encore une fois, je vais vous donner des exemples. L'enfant qui vous avez affaire, soit en tant que professionnel, soit en tant que parent, n'a pas forcément tous ces comportements, mais c'est pour avoir une idée, hein. Et parfois, il les a tous. Alors, l'enfant va se comporter comme ça. Il va exiger, il va revendiquer, et il va demander en boucle la même chose, hein, se demande en boucle, sempiternelle. L'enfant va continuer à demander, à exiger, à revendiquer sans se lasser jusqu'à obtention de la satisfaction. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est symptomatique de l'enfant tyrannique. Il ne lâche pas comme ça. Il ne lâche que quand il a obtenu satisfaction, quel que soit le sujet, et les sujets peuvent être vraiment d'ordre très, 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 très différent, de la plus petite chose à la plus grande, hein. Faire céder un frère, obtenir un jouet, obtenir un privilège, obtenir une place dans le canapé, ne pas se coucher, ne pas manger ou manger ce que veut, etc., etc., etc. Ou alors de demander des privilèges, demander un téléphone, demander à avoir, de jouer aux jeux vidéo, demander à jouer à ce jeu, avoir un jouet, avoir un bonbon. Enfin, voilà. Vraiment, là, l'imagination et les possibilités sont aussi infinies qu'il existe de types d'enfants. Deuxième chose, refuser, rejeter, ne pas faire ce que demandent les parents. Dire non systématiquement à toute demande parentale. Par principe presque, j'allais dire, hein, mais par posture, l'enfant tyrannique refuse de faire, même quand on lui explique, même quand on demande de la coopération, même si on demande gentiment, même si c'est pour le bien de l'enfant, même si c'est sensé, même si c'est cohérent, même si c'est juste, logique, même si on l'a déjà dit 100 fois, on caricature, on exagère, mais voilà la posture de l'enfant à comportement tyrannique.
L'enfant qui repousse ce qu'on lui propose, par exemple la nourriture, des jouets, une demande d'aide, les devoirs, un livre, il peut jeter, hein, il peut abîmer, voire il peut carrément détruire la chose dont il est question et sur lequel le parent aimerait pouvoir faire interagir l'enfant. Et non seulement il ne se contente pas de refuser des actions, mais effectivement de refuser des objets. Euh, à l'inverse, l'enfant à comportement tyrannique peut également s'approprier, à l'inverse, des objets qui ne lui appartiennent pas. Alors, soit qui appartiennent aux frères et sœurs, soit qui appartiennent aux petits cousins, soit qui appartiennent aux parents, soit qui appartiennent à d'autres camarades, soit qui appartiennent à l'école, hein. Et donc, on peut avoir des comportements, des enfants à comportement tyrannique qui vont venir et qui vont avoir quand ils ont été invités, ils se sont emparés d'objets, soit de jeux, soit même d'objets de déco, hein, de la famille chez qui ils ont été invités, ou ramener des choses de l'école, sans hésiter à dire aux parents que finalement c'est quelqu'un qui leur a donné, hein, qu'ils ne l'ont pas volé, mais qu'on leur a donné. Le mensonge fait partie de la tyrannie, hein. L'enfant tyran utilise tous les moyens possibles et imaginables pour obtenir à ses fins, mais l'enfant tyran, encore une fois, a un comportement tyrannique. Il ne le fait pas par méchanceté, il le fait parce qu'il y a quelque chose, un objectif par derrière, d'avoir du pouvoir. De la même façon, un comportement tyrannique peut être la violence. L'enfant peut frapper, taper, mordre et tout autre type de comportement, se bagarrer. Là encore une fois, c'est un comportement de l'enfant tyran à ne pas confondre avec une violence pathologique, de pervers narcissique. On parle de sociopathie. Vous voyez, les parents sont parfois très inquiets, ou des éducateurs, ou des personnes qui ont affaire à des adolescents tyranniques, où ça peut parfois prendre des proportions assez spectaculaires. En fait, encore une fois, l'enfant dont il est question n'est pas obligé d'avoir tous ces comportements. Parfois, ça s'aggrave avec l'âge. Et puis, parfois, l'enfant va se contenter de certains types de comportements tyranniques et uniquement dans la sphère familiale et uniquement dans certains pans de sa sphère familiale. Ça n'empêche qu'on a affaire à quelques symptômes de comportement tyrannique et une signal d'alarme est à tirer parce que c'est le symptôme, encore une fois, d'une souffrance très importante de la part de l'enfant. Ça, il ne faut pas l'oublier, hein. Donc, même si ce n'est pas aussi dramatique que ce que je suis en train d'évoquer de manière un peu caricaturale, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tirer le signal d'alarme. L'enfant souffre par derrière. Un enfant à comportement tyrannique est un enfant qui souffre. Donc, il est important de consulter, de faire partie des ateliers, de demander de l'aide. Alors, attention, et c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, ce n'est pas le niveau de gravité des comportements. Donc, ce n'est pas parce que l'enfant coche toutes les cases que je viens d'énumérer ou que tous ces comportements tyranniques prennent des proportions graves. Ce n'est pas ça qui détermine le comportement tyrannique. Ce qui détermine le comportement tyrannique, c'est l'impact que cela a sur l'ensemble de la famille. Alors prendre du recul par rapport au comportement, mais l'impact que l'on a et le sentiment du parent, hein, de se sentir défié, de se sentir menacé, d'avoir peur en permanence, l'impression que l'ordre des choses est inversé et que c'est l'enfant qui a pris le pouvoir. Donc c'est le ressenti de le parent, l'impact et sur tout le reste de la famille, hein. Les enfants parfois ou la fratrie est également impactée, mais ça peut être le cas des grands-parents. Donc l'impact, et puis l'impact sur le parent qui est, comme dit tout à l'heure, la dépendance affective qui se sent, vous voyez, comment dire, qui se sent envahi par l'émotion de l'enfant, qui se sent en permanence obligé de lui revenir à son cours, de l'aider, qui se sent en permanence accaparé, poursuivi, je vous dis, dans les toilettes, hein, dans la chambre. Il n'a plus un moment de répit. En permanence, l'enfant demande de l'aide. Donc c'est cet impact-là, plus que la gravité des comportements, le sentiment d'être envahi. Et puis une autre chose, c'est la métaphore que j'utilise très souvent. C'est la métaphore effectivement de l'iceberg. Voilà, j'ai mis une photo d'un iceberg dans la mer. Et on dit souvent que l'iceberg, c'est comme un gros glaçon, hein, c'est la même chose. En fait, il y a une partie qui flotte, la partie qui dépasse, et puis il y a une partie en dessous qui est beaucoup plus importante, qu'on ne voit pas et qui est sous l'eau. Le comportement tyrannique, eh bien, c'est la partie émerger de l'iceberg, qui dépasse de l'eau. C'est ça son comportement. On sait ce qu'on voit.
Ça, c'est ce que l'on voit sur l'eau. Mais ce qui se cache en dessous, ce qui se cache en dessous est beaucoup plus important. Et c'est ce qui se cache en dessous, c'est la souffrance dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Et cette souffrance, eh bien, elle se manifeste, ou en tout cas, elle prend l'aspect d'une dysrégulation émotionnelle. L'enfant à comportement tyrannique est en incapacité de se réguler émotionnellement. Et une dysrégulation également comportementale. L'enfant à comportement tyrannique a beaucoup de mal, en tout cas dans certaines sphères, et par exemple la sphère parentale, à réguler son propre comportement. Hein. Très, très difficile, ou il ne le fait pas. Hein. Soit c'est difficile, soit il n'a pas acquis la compétence, soit il a décidé, il a choisi de ne pas le faire, parce qu'avoir le pouvoir est finalement la croyance erronée qui est plus importante. On y reviendra également. Autre source de souffrance, une anxiété majeure. Et ça, je voudrais vraiment vous alerter. Il n'y a pas d'enfant à comportement tyrannique sans une anxiété majeure. Mais l'enfant à comportement tyrannique est un enfant anxieux, très anxieux, et sa dépendance affective et justement la façon dont il gère son anxiété, hein, et sa prise de pouvoir est également une façon de gérer son anxiété. Il gère son anxiété en prenant le pouvoir, en reprenant contrôle de la situation. C'est pour lui, effectivement, pour se réguler émotionnellement, pour gérer son anxiété, pour gérer ses angoisses. Donc, c'est ses défenses, c'est ça ce dont il est capable. On dit parfois qu'un enfant, il n'a pas d'autre langage que la colère ou effectivement la dépendance affective, hein, la demande d'aide extrême pour finalement s'autoréguler. Donc ça, c'est vraiment ce qui se manifeste derrière un enfant à comportement tyrannique. Un témoignage qui revient très, très, très souvent, ont l'impression de marcher sur des œufs toute la journée, d'être en hyper-vigilance avec son enfant toute la journée. Je vous ai dit tout à l'heure, la peur, hein, la peur qui passe une crise. Autre type de réflexion que l'on peut entendre, c'est mon enfant a un vrai problème. Je crois qu'il a de la violence en lui. Vous voyez? Donc là, un parent qui est particulièrement anxieux et qui a l'impression que l'enfant est un tyran, que l'enfant est violent et qui confond le comportement avec l'enfant. Mais effectivement, l'enfant a vraisemblablement là un comportement très violent. Donc il ne se trompe pas de comportement, on a bien affaire à un enfant qui se comporte de manière très violente. Autre témoignage, mon fils a 20 ans maintenant et je n'en peux plus. Maman, viens avec moi au cinéma. Maman, ce week-end, j'ai besoin que tu viennes avec moi faire du shopping. C'est toujours maman, maman, maman. Et moi, c'est effrayant. Je ne me sens pas libre de lui dire non. Donc voilà, la dépendance affective dont je vous parlais tout à l'heure, hein. Une incapacité qu'a cette mère parce qu'elle a peur de la crise et parce que souvent il y a une crise et elle est rentrée dans un espèce, on en parlera tout à l'heure, de cercle vicieux, hein, d'escalade qui fait qu'à un moment donné, quand l'enfant dit maman, viens avec moi faire du shopping, eh bien, il y va. La réponse non n'est plus une option. Autre témoignage, je suis en très grande souffrance, je suis complètement découragée, je ne sais plus quoi faire. Donc là, c'est quelque chose d'assez classique, hein. On a un découragement parental, une souffrance parentale et vraiment une espèce d'abandon parental. J'ai tout essayé, je ne sais plus. Vraiment, aidez-moi. On a parfois aussi réparez-le, hein. Vraiment, moi, je n'y arrive pas. Je vous le donne, ou alors on le met en pensionnat, ou alors on le met dans une consultation pédopsychiatrique. Je peux plus, j'y arrive pas et je sais plus quoi faire et j'y arrive pas. De la même façon, on a également ce témoignage parlant de sa fille. Elle est ainsi et nous n'y pouvons rien. Un petit peu comme tout à l'heure, la violence en lui, hein. Comme si effectivement l'enfant avait un vrai problème, mais j'allais dire génétique, physique, il y a quelque chose qui lui appartient, quelque chose qui l'habite, un peu démoniaque, si j'allais dire. C'est pour ça que l'enfant tyran, c'est ça que ça évoque, hein. On vit dans la peur permanente d'une explosion, d'une crise. Toujours pareil, même chose, au lieu de s'attacher au comportement,
on en fait des raccourcis bien compréhensibles hein, de la part de ces parents qui vivent vraiment un enfer et qui se posent la question sur est-ce que par hasard mon enfant ne serait pas sadique hein. Tout à l'heure c'était violent, méchant, il a un problème. Autre témoignage, avec mon fils de 16 ans, il n'y a pas eu d'énormes crises la semaine dernière, mais ce fut 7 jours non-stop de tyrannie quotidienne banale. Il pourrit le quotidien et c'est moralement totalement épuisant. Donc ça aussi, ça revient très souvent, hein. Le sentiment d'avoir un quotidien, de vivre un enfer, comme je disais tout à l'heure. J'ai peur, je ne sais pas de quoi il est capable. Là, je ne sais pas de quoi il est capable, je ne sais pas ses réactions, je ne sais pas de quoi il est capable, de sa violence, mais également de se faire du mal ou de faire du mal à quelqu'un d'autre ou comportement autodestructif, vous voyez, ce genre de choses. Je n'ai plus de temps pour moi, ni pour mon mari, ni pour ma famille. On ne vit plus que pour elle. On est sur le qui-vive en permanence et cela commence dès le réveil. Les parents d'enfants à comportement tyrannique, ils disent ça commence dès le matin. Hein. J'ai pas ouvert les yeux, et même parfois c'est l'enfant qui me réveille, que déjà j'ai la peur au ventre, hein, que déjà j'ai le nœud. Autre type de comportement que l'on conçoit, on ne reçoit plus jamais nos amis, ça aussi ça revient très très souvent. On a peur qu'ils se mettent dans tous ces états et de se sentir impuissant ou d'être impuissant par rapport à ces comportements, j'allais dire mal élevés, vous savez, ou à ces crises. On a honte, je crois. Donc on en arrive à s'isoler, on en arrive à ne plus recevoir ses amis ou à ne plus sortir. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui revient fréquemment, fréquemment, fréquemment. Je résume un petit peu ce qu'on a dit. Le comportement tyrannique. Deux, alors encore une fois, il y a plein d'autres façons de présenter les choses, mais moi, ce sont des méthodes que j'utilise qui marchent, qui fonctionnent. Alors à la fois de discipline positive, mais également d'autres types de méthodes comme les associations REAC ou des types de méthodes qui sont utilisées par des éducateurs sociaux qui s'occupent d'enfants effectivement tyranniques quand ils sont pris en charge dans des internats spécialisés ou dans des structures spécialisées. Ça a fait ses preuves et on peut le présenter différemment, mais je dirais que ça aide. Alors, ça résume, c'est peut-être un peu caricatural, un peu simplifié, mais ça aide de bien voir les deux pans de ce comportement-là. La recherche d'attention avec harcèlement, hein, quand je dis harcèlement, c'est l'enfant qui veut tout le temps que vous soyez là. La relation exclusive et absolue, la dépendance relationnelle. Donc ça, c'est vraiment le premier pan qui attire l'attention et qui fait une alerte par rapport au comportement tyrannique. Et deuxièmement, la recherche erronée de pouvoir avec des comportements de domination, d'emprise, de manipulation et ce qu'on appelle, nous, des comportements contrôlants. Hein, le contrôle du parent hein, ou de l'éducateur si c'est avec l'éducateur. Constaté. Alors, les études ont été constatées. Là encore, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer les références de toutes ces études, bien entendu. Là, pour pas pour alléger un peu la conférence, j'y ai pas fait des références directes, mais il suffit de m'écrire ou de passer par Sandrine et je pourrais vous envoyer les références des études dans ce domaine. Donc, il existe ce qu'on appelle une corrélation significative. Pour les enfants sont adoptés ou ont des parents adoptés. Les enfants ont vécu des traumas ou les parents ont vécu des traumas. Les enfants ayant eu des maladies infantines, ça c'est également une corrélation qui est significative. Des parents plus âgés ou ayant eu des difficultés à avoir un enfant, éventuellement des grossesses à risque ou des FIV ou des choses comme ça, hein, quand ça a été difficile d'avoir un enfant. Des parents qui ont eu une maladie, qui ont un handicap, qui éventuellement un trouble de l'humeur, par exemple la dépression, souvent la dépression, mais ça peut être d'autres types de l'humeur, par exemple la bipolarité ou d'autres choses, un trouble anxieux. Alors, attention, corrélation ne veut pas dire cause. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a un enfant adopté qu'il deviendra tyrannique, et ce n'est pas non plus parce qu'on a un enfant tyrannique qu'il a forcément été adopté. On est bien d'accord, hein. Corrélation ne veut pas dire rapport de cause à effet. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui éventuellement peut-être serait le facteur causal qui permettrait de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une corrélation. Et facteur causal, dans les dernières études que j'ai lues, eh bien, ça pourrait être ce que j'appelle moi une suradaptation compensatrice. Alors, je m'explique. On a parlé tout à l'heure d'une dépendance affective de l'enfant.
hein. L'enfant qui finalement a en permanence besoin de l'aide de son parent, l'enfant qui a l'impression qu'il ne peut pas s'en sortir tout seul, l'enfant qui en permanence est dans les jupes de sa mère, et l'enfant qui va en permanence se réguler émotionnellement grâce aux parents. L'hypothèse que l'on peut formuler, c'est que quand on a des cas qu'on vient d'énumérer, il n'est pas impossible que les parents surcompensent le handicap qu'ils perçoivent ou la peur ou l'anxiété qu'ils perçoivent et un petit peu peur que l'enfant peut-être souffre effectivement le fait d'être adopté, par exemple. On entend souvent ça. Est-ce que ça va avoir une conséquence sur son comportement ou un enfant qui a eu des maladies infantiles? Il n'est pas impossible que les parents aient généré un certain nombre d'anxiété vis-à-vis de l'éducation de leurs enfants et surcompensent en suradaptant leur comportement, c'est-à-dire en étant plus protecteurs, en étant plus investis, en faisant plus attention, en ayant plus peur, en ayant plus de comportements d'aide ou de surprotection. Vous voyez, donc ce que j'appelle moi une suradaptation à l'enfant, hein, en le surprotégeant pour compenser éventuellement ce que le parent a perçu comme étant peut-être un facteur qui pourrait être difficile pour l'enfant. Donc ça pourrait expliquer cette corrélation, hein, non pas ce rapport de cause à effet, mais cette corrélation dans l'imaginaire du parent, qu'éventuellement, en fait, il envisage que ça pourrait poser problème et que du coup, il compense en étant plus à l'écoute de l'enfant, en étant surinvesti, suradapté, et donc du coup, en n'apprenant pas à l'enfant à être autonome. Autre corrélation importante qu'on a remarquée, encore une fois, pas rapport de cause à effet, on est bien d'accord, hein, mais les études montrent qu'il existe très souvent, quand on a un enfant à comportement tyrannique, il existe très souvent des troubles diagnostiqués associés. Alors, je reviens à troubles diagnostiqués associés parce que le comportement tyrannique n'est pas un trouble diagnostique. Ce n'est pas un trouble diagnostique, c'est un comportement clinique, c'est un comportement, je vous dis, qui va alerter, mais ce n'est pas un diagnostic. Le diagnostic, il est posé de manière catégorielle par le DSM, qui est un ouvrage international qui liste tous les troubles. Hein. Le comportement tyrannique en soi n'est pas quelque chose qui est un diagnostic. Hein. D'accord, c'est un comportement. Un enfant qui a un comportement tyrannique, eh bien, on constate dans les études que très souvent, il y a effectivement un trouble associé. Mais encore une fois, ce n'est pas non plus parce que l'enfant a un comportement tyrannique qu'il va développer un trouble associé. Mais effectivement, il y a une corrélation. Donc, très souvent, qu'est-ce qu'on a comme trouble associé? Alors, je vais passer vite parce qu'on avait fait déjà une autre conférence sur ces troubles spécifiques et puis on en aura l'occasion d'en refaire. Et puis ça peut être l'objet d'une consultation spécifique avec un pédopsychiatre ou avec un psychologue ou avec un thérapeute ou avec moi-même si vous voulez prendre contact pour en savoir un peu plus. Alors, très rapidement, les troubles associés les plus classiques que l'on voit avec un enfant à comportement tyrannique sont, je vous le dire rapidement, ce qu'on appelle le trouble de l'attention avec impulsivité et hyperactivité, le fameux TDAH. Hein. Donc, un enfant qui souffre d'impulsivité et d'hyperactivité et un trouble de l'attention, du mal à se concentrer. Beaucoup d'enfants à haut potentiel intellectuel parmi ces enfants-là. Hein. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que c'est un enfant qui a un haut potentiel intellectuel qu'il a un comportement tyrannique. Attention, attention, on entend ça dans la presse. Il y a certains médias qui proposent ce genre de raccourci. Ça, c'est pas un raccourci scientifique du tout. Hein. C'est un abus de langage et c'est un raccourci, c'est une corrélation, n'est pas un rapport de cause à effet. On a également les troubles de l'humeur avec des dépressions, de la bipolarité. On a le trouble obsessionnel et compulsif, vous savez, ces enfants qui ont des obsessions, des rituels ou des pensées envahissantes, hein, qui sont, on appelle ça toqués. Des troubles du spectre autistique, donc des traits autistiques ou effectivement un trouble autistique avéré. Un trouble oppositionnel avec provocation,
donc un enfant qui a des comportements compliqués, qui s'oppose en permanence, qui provoque. On va souvent avoir un traitement, comme pour le TDAH, on va avoir un traitement médicamenteux ou un traitement thérapeutique indispensable, hein, et que la dépendance affective, par exemple, n'est pas toujours existence dans les troubles oppositionnels avec provocation. C'est ce qui différencie effectivement le trouble oppositionnel avec provocation du comportement tyrannique, hein, par exemple, en simplifiant. Un trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle, de la même façon, là ça va plutôt être l'inverse, hein, où il n'y a pas forcément de trouble oppositionnel ou de comportement de pouvoir. Des troubles neurodéveloppementaux, quels qu'ils soient, et tous les troubles 10, hein, dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie, dyslexie, pour lesquels il y a des corrélations. Alors, tout d'abord, il y a quelque chose, moi, que j'aime bien, cette phrase d'Albert Einstein, et je trouve qu'elle est vraiment extrêmement pertinente quand on a affaire à un enfant à un comportement tyrannique. Il disait, la folie, hein, ce serait de penser que c'est en faisant toujours la même chose qu'on peut s'attendre à un résultat différent. À un moment donné, on ne change pas quelque chose, il ne faut pas s'attendre à ce que l'enfant change, hein. C'est là où le parent peut reprendre le pouvoir. Donc, et c'est ça vraiment la méthode qui marche et sur laquelle moi je m'appuie, moi, mais d'autres collègues et d'autres spécialistes du domaine, c'est le changement viendra de vous. Donc, et c'est ça vraiment la méthode qui marche et sur laquelle moi je m'appuie, moi, mais d'autres collègues et d'autres spécialistes du domaine, c'est le changement viendra de vous. Le changement viendra de vous. Il y a beaucoup de parents qui viennent me voir et me disent changez-le, je vous le donne, je vous le confie, réparez-le, soignez-le. Mais en fait, très souvent, je vous ai dit, hein, les enfants à comportement tyrannique, ils n'ont pas envie de changer. Donc, vous pouvez effectivement le faire consulter. Ben, il va utiliser, bon, si en plus si c'est un enfant intelligent, il va manipuler le thérapeute comme il vous manipule vous, hein, et où vous allez être obligé de le menacer pour aller à la thérapie, ou de toute façon, il va pas s'emparer de la thérapie et il ne va pas profondément changer, hein. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Réparer un enfant, hein, je dis la métaphore de la réparation, parce qu'on me le dit souvent, un enfant à comportement tyrannique, eh bien encore faudrait-il que l'enfant ait envie d'être réparé. Et ça, on peut conduire un cheval à l'abreuvoir, mais non le forcer à boire. Ça, c'est intéressant. Si l'enfant n'a pas soif, si l'enfant ne veut pas boire, nous, ce qui nous appartient, c'est de faire en sorte que l'abreuvoir soit plein, de faire en sorte que l'eau soit limpide et soit buvable, de faire en sorte qu'il y ait accès facilement. Ça nous appartient, hein. Mais forcer un cheval à boire ou un enfant à changer, ça, eh bien, c'est un mythe en fait, hein. C'est forcer quelqu'un et on va voir non seulement c'est un mythe, mais en plus ça va le faire que renforcer le rapport de force dont on a parlé tout à l'heure. Je vous rappelle qu'un enfant à comportement tyrannique, c'est un enfant qui veut avoir le dernier mot, qui veut avoir le pouvoir. Donc, essayer de forcer un enfant tyrannique, ça a l'air d'être une bonne idée, mais en fait, vous accélérez le rapport de force. Donc, les méthodes qui marchent, c'est une méthode où on essaie ni de vaincre, ni de convaincre, on y verra tout à l'heure, mais par contre, ce sont des méthodes où nous, on change. Et notre changement, eh bien, on persiste, persiste, persiste. On ne se décourage pas, on se fait aider jusqu'à ce que ça marche. Encore une fois, si vous reproduisez le même comportement, ne vous attendez pas à ce qu'en face, il y ait un changement. Le changement viendra de vous. Et ça, c'est fondamental. Fondamental, fondamental. D'avoir compris ça, si vous ne retenez que ça de la conférence, déjà, ça évitera beaucoup de désillusions, beaucoup de découragement et beaucoup d'échecs. Autre chose dont il faut, qui est très très intéressant, attention, c'est pas votre enfant l'ennemi, hein. Parce que c'est un enfant tyran, oui, donc dans l'imaginaire, ça devient très difficile d'être parent et très souvent, oui, je vais oser le dire, on a envie de le jeter par la fenêtre. Oui, oui. Bien sûr, c'est compréhensible, c'est très, 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 très fatigant. Mais attention à ne pas se tromper de combat. On ne se bat pas contre notre enfant. Ce n'est pas l'enfant,
hein, le tyran. C'est son comportement qui est tyrannique. Ça change tout. Donc c'est contre le comportement qu'on va se battre. Ça nous libère et ça nous permet de retrouver l'amour qu'on a pour notre enfant. Je dis bien ça, retrouver, parce que j'ai des cas où effectivement les parents sont à bout et c'est bien compréhensible, hein. Et de pouvoir retrouver cet amour pour leur enfant, waouh, ça leur fait du bien et ça les fait changer de posture et du coup, on va avoir des conséquences. Également, une formule que j'aime beaucoup, on ne se bat pas contre notre enfant, ne nous trompons pas d'ennemis et arrêtons de trouver des coupables. C'est l'école, c'est la belle-mère, c'est la maladie, c'est des profs, c'est la fratrie, c'est le handicap, c'est moi, c'est le père, c'est le beau-père, c'est le divorce, c'est la ville, c'est le Covid, bon, c'est l'enfant. Je dirais c'est contre-productif. Vous allez passer votre temps à chercher des coupables et non pas à chercher des solutions. Donc là, et ça libère. Donc, on cherche des solutions, on se met dans le changement, on cherche des solutions et là, on obtient des résultats. Alors, le but de la méthode, c'est de briser, vraiment fondamentalement, de briser ce qu'on appelle l'escalade de la tyrannie. L'escalade de la tyrannie. La tyrannie s'auto-entretient. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, parfois, quand l'enfant est petit, il peut n'avoir que quelques-uns des comportements que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais si on ne brise pas l'escalade, cette tyrannie va augmenter, 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 jusqu'à devenir totalement insupportable, et pour l'enfant dont la souffrance, je vous rappelle, est considérable, et pour le parent, et pour les éducateurs, et pour la fratrie, voire toute la stratosphère qui est autour de l'enfant. Donc il est indispensable de briser l'escalade de la tyrannie. Indispensable, vraiment. Et comment on fait? Mais il y a deux types d'escalade. L'escalade du rapport de force et l'escalade de la suradaptation. L'escalade de la suradaptation, c'est cette escalade qui, d'une certaine façon, engendre une dépendance affective. D'accord? Vous vous souvenez? La dépendance affective, c'est le premier point. L'enfant qui ne peut pas se passer du parent, hein, eh bien, il ne peut pas se passer du parent parce que vraisemblablement, le parent a pris l'habitude, hein, encore une fois, à cause de, ou grâce à, ou dans l'environnement, peu importe, hein. L'enfant, le comportement est ancré maintenant. Plus effectivement l'enfant a une dépendance affective, plus le parent va s'occuper de l'enfant. Il a peur, je vous dis, il vit dans la peur du comportement, la peur de la crise, mais la peur que l'enfant se fasse mal, la peur que l'enfant n'aille pas bien, la peur que l'enfant souffre, tout ça, hein, les menaces, le chantage affectif, le chantage émotionnel. Donc, en fait, on a une espèce de cercle vicieux qui est que l'enfant a une dépendance affective, hein, et c'est de l'œuf ou de la poule, encore une fois, c'est pas grave, on a une dépendance affective du fait d'un trouble du neurodéveloppemental, d'un trouble associé ou d'un comportement parental ou d'autres choses. Et cette dépendance affective, elle s'auto-alimente par le comportement tyrannique. Le deuxième escalade du rapport de force, c'est effectivement l'escalade du pouvoir. Et ça, je voudrais vraiment, là encore une fois, casser un mythe très, très important. Très souvent, si vous voyez dans la rue, par exemple, et que vous-même, vous n'avez pas d'enfant à comportement tyrannique, vous voyez de temps en temps, ou des éducateurs, vous voyez des enfants qui se comportent de manière tyrannique. Un des premiers réflexes, c'est de dire, reprenez le pouvoir. Mais enfin, ne le laissez pas tout faire, mais montrez-lui qui est le chef, hein. Et oui, alors, très souvent, c'est le premier réflexe du parent, c'est de reprendre le pouvoir. Et donc, très souvent, contrairement aux idées reçues, un enfant à comportement tyrannique n'a pas chez lui un parent qui laisse tout faire. Mais on a un parent qui, très souvent, est rentré dans le rapport de force et passe de l'un à l'autre très souvent. Ce que nous, on appelle en discipline positive, vous savez, la danse de la bienveillance et de la fermeté. Parfois ferme, il est dans le rapport de force, fait ça et c'est pas autrement, et ça peut vraiment aller à des crises, voire des crises de violence, des punitions, il dit mais j'ai tout essayé, même vraiment je l'ai forcé et je suis très sévère et je l'ai puni. Donc les parents ne comprennent pas, il dit, je vous assure. Et puis on m'a conseillé de reprendre le pouvoir. Les maîtresses m'ont dit mais attendez, vous pouvez pas lui laisser faire ce que vous voulez. Donc attention.
il ne faut pas se méprendre. Un enfant à comportement tyrannique a souvent un parent qui a au moins essayé le rapport de force et qui essaie encore quand il en peut plus ou qui essaie encore quand il a une pression sociale ou quand il essaie encore quand on lui donne des conseils. Mais ça ne fait qu'aggraver le rapport de force. Alors, juste une petite explication pourquoi ça fait aggraver le rapport de force, qui dit, c'est des enfants qui ont besoin de limites. Oui et non, ils ont besoin de limites et de bienveillance, ils ont besoin de limites et d'autonomie, vous voyez, ils ont besoin des deux en même temps. Et les limites, eh bien, l'enfant n'en a justement pas, effectivement. Donc le problème, c'est si on passe par là, si on essaie de poser des limites sans avoir mis toutes les autres pierres d'abord de la fermeté et de la bienveillance, eh bien, l'enfant n'ayant pas de limites, c'est lui qui va rapporter et ramener toujours le rapport de force. Je donne un exemple. Un petit enfant, donc il se comporte mal, il commence à vous taper, il commence à vous mordre. Et là, on vous a dit, ah ben, s'il te mord, mords-le. Bon. Ben, vous faites ça, vous le mordez. L'enfant, je vous rappelle, il n'a plus en tête qu'une chose, c'est de gagner le rapport de force. Et il n'a pas de limite. Il va vous frapper, il va vous mordre jusqu'au sang, il va déchirer quelque chose, il va aller frapper sa petite sœur, il va aller sortir un couteau. Oui, sortir un couteau. Je ne dis pas ça au hasard, hein. Ça arrive très souvent. Il va commencer à se menacer, éventuellement de se trancher la gorge. En fait, un enfant qui est dans ce cercle vicieux, justement parce qu'il n'a pas de limite, gagnera toujours le rapport de force. Parce que vous allez arrêter avant. Parce que vous avez intégré des limites. Vous voyez l'idée? Encore une fois, je caricature, mais quand on est dans ce rapport de force, très souvent, à un moment donné, sauf quand on a mis en place la fermeté et la bienveillance, quand on a repris les bases, les ateliers, etc. Mais ce n'est pas la même chose. Là, on est sorti du rapport de force, hein. Rien à voir. Fermeté et bienveillance, ce n'est pas un rapport de force. C'est de la fermeté, ça n'a rien à voir, hein. Et c'est poser des limites en coopération. Là, encore une fois, c'est les ateliers qui vous aideront à faire la différence, hein. Poser un cadre avec bienveillance. Mais le rapport de force, l'enfant, il risque de le gagner. Et vous allez être perdant à nouveau. À nouveau. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est très souvent, il faut vraiment briser cette escalade. Et donc là, il faut, je dis souvent, oui, il faut mettre de côté son amour-propre parce que les parents vous disent, les autres parents ou la famille vous dit, reprends le pouvoir, enfin, qu'est-ce que tu fais? Tu es un mauvais parent. Ou vous-même, vous dites, enfin, je ne suis pas capable de le faire obéir, qu'est-ce qui se passe, etc. Le rapport de force n'est jamais une solution. Ça, je voudrais vraiment que vous posez un cadre. Oui. Apprendre à l'enfant à avoir des limites, oui. Mais rentrer dans le rapport de force, non. Et puis l'escalade de la suradaptation, évidemment, hein, on est bien d'accord, c'est également ça. L'enfant est en souffrance, il demande de l'aide, répondre en permanence à son aide va faire que vous allez escalader la suradaptation et la dépendance affective. Il faut à un moment donné apprendre à lâcher. Et là, encore une fois, c'est fermeté et bienveillance, les deux à la fois. Alors, comment on fait? On ose demander de l'aide extérieure. L'autre parent, la famille, un voisin, des maîtresses, des thérapeutes, n'importe qui, un ancien prof, n'importe qui, un parent éloigné que vous pouvez appeler par SMS. Demandez de l'aide extérieure. C'est fondamental. Vous êtes dans une spirale, dans un cercle vicieux où vous n'arrivez pas à vous en sortir. Le changement dépend de vous. Demandez de l'aide pour vous, pour changer. On est d'accord? Et ça vous permettra également de sortir du rapport exclusif de dépendance avec votre enfant. Si vous demandez de l'aide à l'extérieur, vous n'êtes plus dans cette codépendance. Vous voyez? Déjà, vous avez fait un premier pas vers le changement. Ensuite, dire ce que l'on va faire, puis se taire, et s'y tenir. Ça, c'est fermeté et bienveillance en même temps. Vous voyez? C'est poser le cadre, dire ce qu'on va faire, on va voir avec bienveillance, avec respect de l'enfant, en s'engageant, en pensant à l'avance ce qui va se passer, et ce qui va se passer est respectueuse, proportionnelle au comportement. Vous voyez, là, il y a plein d'outils effectivement qu'on voit dans les ateliers. Dire ce qu'on va faire, donc avec respect pour le monde de l'enfant, avec respect pour soi, avec respect de la situation, puis se taire, et s'y tenir. Quand on dit quelque chose, on le fait. Sinon, à nouveau, on cède. À nouveau, on est dans le rapport de force et à nouveau, c'est l'enfant qui a gagné. Donc, quand vous vous engagez à quelque chose, engagez-vous à quelque chose que vous pouvez tenir. Ça, c'est absolument fondamental, d'où l'intérêt de l'aide extérieure.
L'intérêt de l'aide extérieure est fondamental pour éventuellement vous aider si vous pensez que vous n'allez pas pouvoir tenir, faites-vous aider. On verra contrairement pourquoi tout à l'heure. Prendre soin de soi. Mais oui, prendre soin de ça. Encore une fois, le changement dépend de vous. C'est vous qui entamez le changement. Donc d'abord, vous êtes épuisé. Un parent qui est d'enfant à comportement tyrannique ou un éducateur est épuisé et il est découragé. C'est très, 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 très fatigant. C'est épuisant, angoissant. D'abord, le changement dépend de vous, donc vous allez prendre soin de vous. Et j'aime bien cette métaphore du max à oxygène. Dans l'avion, quand vous prenez l'avion, bon, souvenez-vous que l'hôtesse, elle dit, si jamais le max à oxygène tombe, commencez par vous équiper vous-même du max à oxygène avant d'équiper votre enfant ou les autres. Toujours, on prend d'abord soin de soi pour pouvoir s'occuper des autres. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne serez pas en capacité de mettre en place ce changement. Là, si vous ne vous équipez pas de max à oxygène, vous allez étouffer, vous ne serez pas en capacité d'aider après votre enfant. C'est la même métaphore. Et encore une fois, si vous prenez soin de vous, vous allez faire du sport, vous allez voir des amis, vous prenez du temps pour vous, vous remettez à cuisiner, aller au cinéma. Là, encore une fois, c'est déjà un changement et vous sortez du rapport exclusif de codépendance. Donc, du coup, de reprendre du temps pour vous, quelque part, vous enrayez, vous brisez ce cercle de la tyrannie et de la dépendance affective. Ça, c'est bien, ça, on met ça en place, on prévient à l'avance. Hein, et à chaud, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pendant la crise, à ne pas faire. Je commence par ça, désolée. La douche froide. Ça paraît une bonne idée, n'en est pas une. Le contenir physiquement, ben encore une fois, là on rentre dans le rapport de force et un enfant à comportement tyrannique qui peut vraiment avoir des forces décuplées. Décuplées, je vous dis décuplées, hein. C'est pas la force physique qui compte, c'est l'envie, l'injonction qu'a l'enfant de gagner. Hein. Donc le contenir physiquement, eh bien, du coup vous allez rentrer dans le rapport de force. Hein. Le mettre de force dans sa chambre, c'est quand c'est un rapport de force, lui dire de se calmer. L'enfant en crise est en incapacité de se calmer, en incapacité. Donc lui dire, ça ne fait que l'énerver davantage et en plus de culpabiliser davantage et il est en colère contre lui-même, il est en colère contre vous, ça ne fait qu'aggraver la crise. Proposer une négociation, très mauvaise idée, il est en crise. On ne négocie pas quand on est en crise. Se justifier, expliquer, l'enfant est en crise, il est en incapacité de comprendre tout ce que vous lui dites, et surtout, effectivement, de céder aux exigences pendant la crise, parce que là, il apprend que ça marche et que la prochaine fois, il continuera à faire une crise. Quand je dis qu'il apprend, c'est qu'il apprend instinctivement. Hein, c'est un comportement automatisé. Donc, pendant la crise, il est urgent de ne rien faire. Je vous ai déjà dit dans l'ordre de plusieurs conférences, je vous ai donné la métaphore du cerveau dans la main. Hein. C'est la métaphore, vous la retrouvez sur Internet, vous tapez Dan Siegel, métaphore du cerveau dans la main. Ça, c'est le cerveau. Quand on est en crise, on est déconnecté de ce qu'on appelle le cerveau préfrontal. Le cerveau préfrontal, vous savez, c'est là. C'est ce qui est au niveau des ongles. C'est ici. Et c'est tout le cerveau qui est en capacité justement de réfléchir avant d'agir, se réguler émotionnellement, de réguler ses comportements, d'anticiper, la réflexion fine, la compréhension, donc la comprendre les explications, etc., etc. Quand un enfant est en crise, il est comme ça. En fait, il est physiquement, et ça a été prouvé, il est déconnecté en fait de son cerveau, j'allais dire intelligent. Il est déconnecté. Physiquement, il est en prise directe avec ce qu'on appelle le cerveau moyen, là. Hein. Et le cerveau moyen, c'est le cerveau émotionnel, le cerveau du trauma, le cerveau de la mémoire archaïque. Et c'est le cerveau qui est responsable des trois. Et les trois possibilités de comportement en stress, c'est l'attaque, la fuite et la sidération. Un enfant en crise, on dit, nous, qu'il est déconnecté, vous voyez, il est comme ça, il est déconnecté de son cerveau, il est incapable de réagir autrement que par l'attaque, la fuite ou la sidération. Et vous êtes pareil, si vous êtes dans le même état et que vous traitez la crise au moment où c'est chaud, vous allez être dans l'attaque, la fuite ou la sidération. D'accord? Temps de pause. Temps de pause essentiel quand on est comme ça. Temps de pause impératif.
Donc pendant la crise, il est urgent de ne rien faire. On fait un temps de pause. Et le silence, comme je disais tout à l'heure, est votre meilleur allié. Je vous ai dit, dire ce que l'on va faire, ça c'est avant la crise, en amont, hein, en anticipation. Puis se taire, et surtout se taire pendant la crise. Plus on parle, plus on rentre dans la négociation, plus on pense dans le rapport de force, plus vous risquez effectivement de perdre ce rapport de force. Silence, c'est votre meilleur allié. Et puis, sortez de la scène. Mettez-vous à l'abri. Mettez éventuellement vous à l'abri ou demandez de l'aide. Demandez de l'aide, n'intervenez pas, demandez de l'aide, sortez de l'interaction, sortez du conflit, sinon vous allez engendrer le rapport de force. Et la crise, elle est maintenue par deux choses. Elle est maintenue par le fait qu'on essaie de reprendre le contrôle sur l'enfant et elle est maintenue sur le fait qu'on essaie de le calmer. Non, il va se calmer, il ne peut se réguler que tout seul. Donc il faut lui laisser la capacité de se réguler. On peut profiter de l'effet de surprise et éventuellement, pourquoi pas, pas marcher du premier coup, mais de temps en temps, grâce à cet effet de surprise, peut-être qu'il va avoir le temps de se reconnecter et du coup d'expérimenter des nouveaux comportements, en particulier de régulation émotionnelle, et donc ce qu'on appelle des compétences psychosociales. N'oubliez pas les neurones miroirs. Et avant la crise, vous vous êtes engagé à ne plus utiliser la violence. Et pendant la crise, vous n'utilisez pas la violence. Et vous, comment dire, vous modélisez vous-même le comportement que vous voudriez que l'enfant ait. Vous restez calme, en régulation émotionnelle, vous vous contrôlez, vous restez digne, vous n'essayez pas de prendre le contrôle de l'enfant et vous vous régulez émotionnellement. Vous n'essayez pas de gagner. Donc vous régulez et les neurones miroirs, c'est fait que l'enfant apprend par imitation. Donc si vous changez, ça va déjà générer un certain nombre de choses. À froid, on apprend à poser les limites tout en sortant du rapport de force. Sortir du rapport de force, c'est se positionner en gagnant-gagnant. On n'est pas obligé qu'il y ait toujours un perdant. Ça, c'est un mythe. On peut gagner tous les deux. Et c'est ça la recherche de solution plutôt que la recherche de coupable. Hein. Non, on peut gagner tous les deux. Et si l'enfant n'a plus de comportement tyrannique, il arrêtera de souffrir et vous aussi, vous êtes gagnant-gagnant. À froid, on met en place des routines. C'est les routines qui deviennent les chefs et non ni vous ni l'enfant. Et ça, c'est dans les comportements en amont, à froid, certainement pas pendant la crise. On apprend également à encourager sans tomber dans la suradaptation. On a vu tout à l'heure. Hein. Suradapter, c'est surprotéger. Suradapter, c'est répondre en permanence à l'enfant sans lui laisser la capacité d'avoir des échecs, de faire des erreurs, d'éventuellement d'avoir des situations inconfortables qui le mettent mal à l'aise, désagréables, voire une légère souffrance. La souffrance, c'est OK, la souffrance fait partie de la vie. Il y a souffrance et souffrance, on est d'accord. Il y a des souffrances qui sont OK, qui font partie de la vie. Donc, ne surprotégez pas de l'enfant. Dreckers, qui est un grand psychopédagogue, il dit toujours, si vous voulez protéger un enfant de tout, vous le protégez de la vie. Il faut donc lui apprendre à vivre et à se protéger lui-même. Se protéger lui-même et pas dépendre de vous pour le protéger. L'aider à froid, pour les régulations émotionnelles, à mettre un mot sur ses ressentis. L'aider à la roue des choix. Mais là, encore une fois, c'est de l'amont, c'est du préventif. C'est quand l'enfant n'est pas en colère. Si on profite de chaque instant où l'enfant va bien. La roue des choix, c'est des capacités de régulation émotionnelle qu'il est bien que l'enfant s'approprie, encore une fois, pour ne pas dépendre de vous pour sa régulation émotionnelle. Ce n'est pas vous le régulateur émotionnel d'un enfant à comportement tyrannique. Sinon, vous escaladez la dépendance émotionnelle. Et surtout, souvenez-vous que les défis et les difficultés que vous rencontrez avec cet enfant, particulièrement avec cet enfant, avec tous les enfants, mais particulièrement avec cet enfant qui est compliqué, eh bien, ce sont des occasions en or pour justement développer les compétences psychosociales qui lui manquent. Oui, ce sont des difficultés, c'est dans les difficultés qu'on apprend des nouvelles choses. C'est quand on a un émoi qu'on apprend à se réguler émotionnellement. C'est quand on a une difficulté qu'on apprend à réguler son comportement. C'est quand on a une souffrance qu'on apprend à gérer sa douleur. Quand bien vous allez apprendre vous-même des compétences psychosociales, apprendre à vous réguler, apprendre à vous calmer, apprendre à vous encourager, apprendre à prendre soin de vous, apprendre à vous respecter, apprendre à tout ça, ces compétences-là, eh bien, par les neurones miroirs, eh bien, c'est des compétences, c'est des occasions géniales pour que l'enfant apprenne également ses compétences. Là, j'ai mis rapidement toutes les compétences psychosociales, on en parle beaucoup pour avoir une idée de ce que c'est.
De toute façon, je vous enverrai les supports. Ça va de l'estime de soi, de la curiosité, la persévérance, la résilience, la régulation émotionnelle, l'ouverture d'esprit, l'autodiscipline. Il y en a des quantités. Et les occasions, tous les jours, un enfant est censé apprendre des nouvelles compétences psychosociales et des adultes aussi. Donc, on apprend tous les jours et on apprend comme le reste. On apprend en faisant des erreurs, on apprend les difficultés, on apprend en étant confronté à se dépasser, on apprend dans un environnement qui n'est pas complètement, je dirais, encadré par le parent, parce que sinon, on n'a pas l'occasion de développer ses compétences, hein. Et puis, donc, on en a déjà parlé, ce qui peut aider beaucoup, beaucoup, c'est les ateliers d'entraînement aux habiletés parentales. Donc, les ateliers dont vous a parlé Sandrine en font partie. L'avantage, c'est qu'ils sont gratuits, pris en charge par la mairie. Il suffit de s'inscrire. Par rapport à d'autres ateliers d'habileté, dans entraînement aux habiletés parentales, on peut venir même si on n'a pas suivi tous les 5 ateliers. On s'adaptera. De toute façon, il y a toujours des choses à prendre. C'est une occasion en or. On en fera peut-être en 2024 des ateliers d'entraînement aux habiletés parentales spécifiques pour les enfants à comportement tyrannique. C'est peut-être quelque chose qui pourrait se mettre en place avec la mairie. Si ce n'est pas le cas, il y en a dans des organismes privés. Moi, j'en anime. J'ai des collègues qui en animent. Il y a des organismes qui en animent. Et trouver ce genre de structure, ça aide vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait du bien à l'enfant, ça fait du bien aux parents et ça permet d'avoir justement ce réseau de soutien qui est indispensable et qui fait partie de la méthode. On dit avoir un réseau d'une dizaine de personnes, montrer à l'enfant qu'il y a ce réseau, ne pas hésiter à les appeler, c'est sortir également de la dépendance et de la codépendance. Voilà, en gros, on va pouvoir couper. On va pouvoir Tiens, couper. juste à dire merci Guillemette de souligner ça pour les ateliers qui sont mis en place, qui sont gratuits sur la ville. Et c'est grâce à la CAF et au réseau REAP qu'on a qui permet de pouvoir mettre en place tout ça en fait. Vraiment, parce C'est une chance inouïe, hein, c'est une il y chance a une prise de conscience de l'importance de soutenir les parents justement notamment dans ce thème-là, hein, les enfants tyrans, parce qu'il y en a de plus en plus comme tu dis, et c'est une véritable souffrance. Et on tient vraiment à les mettre en place et je pense qu'en 2024, ça sera vraiment le sujet. sachant qu'on est bien d'accord, tous les outils que l'on voit dans les ateliers qui ne s'adressent pas forcément à des enfants à comportement tyrannique marchent sur les enfants à comportement tyrannique. Bien sûr, c'est les mêmes méthodes, la même posture. Et inversement, les ateliers qu'on voudrait mettre en place, qui seront spécifiques pour les enfants à comportement tyrannique, fonctionnent également si vous avez un enfant qui n'a pas un comportement tyrannique. Hein, mais c'est juste que dans l'accompagnement ou dans le réseau d'entraide ou dans l'aide que les parents peuvent s'apporter mutuellement ou la compréhension ou l'empathie, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir avoir un espace de parole et de rencontre de parents qui sont dans la même galère. Donc c'est en ce sens. Les outils eux-mêmes, les postures restent les mêmes, mais les jeux de rôle, on les adaptera. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est hyper important. La posture, elle reste la même, fermeté et bienveillance en même temps, et non pas. Il y a en ce moment plein de polémiques sur l'éducation bienveillante, etc. L'éducation bienveillante, bien pensée, c'est une éducation qui inclut la fermeté. Quand on parle juste d'éducation bienveillante sans inclure la fermeté, c'est souvent un malentendu, voire quelque chose qui n'est pas en phase avec ce que préconisent tous les chercheurs en neurosciences, en sciences de l'éducation, hein, et les psychologues. Donc, c'est fermeté et bienveillance, le cadre et la bienveillance, et les deux en même temps, toujours, toujours, toujours. Jamais l'un sans l'autre. On n'est pas ferme sans être bienveillant, on n'est pas bienveillant sans être ferme et poser un cadre. C'est extrêmement important. Voilà. Écoutez, je propose que j'arrête l'enregistrement.